Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Verino. Très heureux de t'accueillir dans La Traversée. Comment vas-tu ? Eh ben, merci. Écoute, ça va très bien. Et toi, est-ce que tu vas bien ? Eh bien, moi je vais bien, il fait beau et on va vivre une traversée peut-être pas tout à fait habituelle parce que tout à l'heure tu as commencé par me dire qu'on parlait de sport et puis tu m'as dit que tu étais un ancien sportif. Alors, Très ancien. Ok, ouais, j'entends. Bah, moi Je suis aussi, plus ancien que sportif d'ailleurs. Ok, mais moi je commence à être ancien aussi, même si j'ai aussi un passé sportif. Et surtout, en fait, je me suis demandé qu'est-ce qui fait qu'on fait de l'humour quand on vient du sport. Eh ben, c'est que le sport n'a pas marché, hein. Voilà. La base. Non, en vrai, je dis ça avec humour, mais le vrai chemin, je crois que j'ai d'abord toujours fait de l'humour Mhm. et que j'imaginais pas faire autre chose de ma vie. Moi, le sport, c'est les copains, c'est les rencontres, la progression, la performance, tout ça, ça m'excitait dans le sport. Je crois qu'il y avait un côté un peu sécurisant dans la mesure où si tu fais des bonnes perfs, tu te dis tiens, je m'imagine bien dans ce truc-là. Et puis l'humour, moi, déjà, je faisais marrer tout le monde, j'aime bien ça, j'aime bien. Je vais pas dire je faisais marrer tout le monde comme les gens. Il y a des gens qui ont un truc dans la vie ouais. où tu te dis lui, tu l'invites en soirée, ça va C'est être ça, génial. ça va être bon. Moi, j'ai pas tellement ce truc-là. Par contre, j'ai une espèce de ça va être bizarre que je le dise moi-même, mais une espèce de générosité humaine. C'est quand il y a un groupe, j'aime que le groupe s'entende, j'aime qu'on rigole. Je trouve que c'est super de passer une soirée où on se marre. Et puis c'est super quand dans un groupe, tu crées une espèce d'osmose, que le groupe devient groupe et pas individu, tu vois, ou somme d'individus. Et donc, j'étais plutôt là-dedans, je me suis retrouvé très vite à être un bon catalyseur de groupe. Quand j'étais là, c'était chouette, quoi. Et puis, sans pour autant tirer la couverture et être le plus marrant du groupe, mais être ce bon liant. Et donc très vite, ça m'a passionné en fait d'être un rouage du bonheur des gens. Et puis j'ai capté en fait que ça pouvait être un taf de monter sur scène, de faire rire des gens. Ça pouvait être un taf dans lequel tu t'épanouis au quotidien, tu vois, écrire des blagues, écrire des histoires, monter sur le plateau, les donner aux gens et déclencher du rire. Je me suis dit, putain, mais c'est vachement utile. Et c'est quoi le déclencheur qui t'a dit qu'à un moment donné, il fallait que tu montes sur scène ? Il y avait une évidence. Vraiment, depuis, je pense, à mes 15 ans, on a fait un stage avec le club d'athlètes de Nancy. J'étais nancéen. Et on est parti à Vittel s'entraîner avec tous les gens qui avaient fait une médaille au championnat de Lorraine. Et là-dedans, il a fallu trouver sa place. Et très vite, on s'est vite marré, tout ça. Et là, je me suis dit, en fait, je suis un mec marrant. Ça c'est mon truc. Je peux être un mec marrant et c'est comme ça que tu trouves ta place aussi. Parce que t'es pas sûr. le plus grand, t'es pas le plus beau, t'es pas le plus machin. Mais par contre, en étant marrant, il y a un intérêt social et donc ça m'a vite excité. Je me suis dit, là, ouais, c'est vraiment, cette position m'intéresse. Et puis après, quand tu captes que c'est un métier, que tu captes que tu peux faire ta vie avec, il y a l'aspect découverte aussi permanent. J'ai très vite capté aussi aux alentours de 15 ans qu'en vrai, l'ensemble des métiers qui m'étaient proposés, moi, dans une éducation normale, c'était d'aller choper dans le maximum des cas un CDI quelque part ou d'être prof ou d'être fonctionnaire, j'en sais rien, mais j'avais un panel de métiers qui m'offrait pas une découverte permanente. Et moi, j'aime l'idée de continuer à progresser toute ma vie. Et je m'étais dit, dans ce truc-là, j'ai l'impression que ça cochait toutes les cases, quoi. Au-delà de l'ego, parce que je pense qu'il y a quand même un petit peu d'ego quand tu montes sur le plateau. De toute façon, il y en a dans tout, mais au-delà du plaisir que tu as à te faire applaudir à la fin d'un spectacle, qui pour moi est plus une gêne, on pourra en parler plus tard, mais au-delà de ce que...
entre guillemets, le respect que tu peux obtenir de la part des gens parce que tu fais quelque chose d'atypique, et ben il y avait aussi ce sentiment de pouvoir être justement dans la découverte toute ma vie, quoi. Et donc ça cochait vraiment toutes les cases. J'ai bien aimé, tu m'as dit ça tout à l'heure aussi, que il y avait un côté où dans lequel, par exemple dans le sport, on sait qu'on n'a pas atteint une limite, voilà, Ouais. vraisemblablement, on va pas y arriver, on va pas dépasser le niveau pour être dans les meilleurs, et donc C'est quand on on a une parlait de sorte de talent. plafond, quoi, tu vois. Et Ouais. là, il y aurait dans l'humour, il y a pas de plafond. Ouais, c'est ça. On parlait du talent. Moi, je trouve que c'est quelque chose en son longueur. J'avais pas le talent pour aller taquiner les 8,95 m de Mike Powell. C'est ça, Je l'ai vite capté quand même. c'est ça. J'ai bien vu qu'il n'y avait pas ce truc-là. Alors, le travail, je l'avais. J'ai progressé dans la mesure du possible avec mes cartes. J'ai vite découvert mes limites et j'ai vite lutté contre mes limites. Et donc, ça, c'est tout un apprentissage dans le Mmh. sport, hein, de voir que bah, t'as pas le cardio, bah, mec, va falloir le bosser. T'as pas le pied, bah, il va falloir le bosser. T'as pas la vitesse, va falloir la bosser. Mais une fois que tu as bossé et que tu te rends compte que tu arrives c'était 6,43 m ma perf en cadet, bah ouais, tu te rends bien compte que là, tu vas pas aller taquiner le record du monde junior qui était à 7,90 à l'époque. Tu sais que c'est pas pour toi, quoi. Et donc tout ce que j'ai appris en son longueur et en sport de manière générale, bah, c'est cette résilience, ce travail Mmh. permanent et puis de découvrir que le sport, tu construis pas ton sport. Je te disais, j'étais bon en saut en longueur, mais peut-être que j'aurais été excellent en saut en largeur. Mais l'image, elle me paraît bonne parce que dans le sport, t'es contraint par les limites du sport que tu pratiques, Mmh. alors que sur scène, j'avais la sensation de pouvoir créer l'humour que je voulais créer. C'est-à-dire que j'aurais pas été le meilleur Gad Elmaleh Ouais. parce que Gad Elmaleh existe déjà. J'aurais pas été le meilleur Elie Semoun parce qu'Elie Semoun existe déjà. J'aurais pas été le meilleur Franck Dubosc, etc., etc. Mais par contre, je pouvais être le meilleur Verino, quoi. Mmh. Et je me suis très vite dit, bah, adapte ta zone dans laquelle tu veux t'exprimer à ce que tu es capable de faire. Et puis, bon, c'est un très très long chemin parce que ça demande beaucoup. Ça veut dire que tu dois toi-même défricher, puis baliser, puis sans arrêt te souvenir de par où t'es passé pour continuer à créer de la manière qui te correspond. C'est un, c'est Alors un, comment tu c'est fais un justement boulot pour te rappeler philosophique. en permanence J'oublie d'où tout tu le temps. viens? J'oublie C'est-à-dire que tout le temps, c'est un enfer. c'est les autres qui te rappellent, c'est quoi? Non, je pense que alors la manière qui me correspond en ce moment, depuis 5-6 ans, ça a été d'être surcréatif. Heu, je pense que c'est dans ta zone d'inconfort que tu finis par être toujours en recherche et il est bizarre ce métier parce qu'à partir du moment où tu fais rire des gens, à partir du moment où il y a du monde dans ta salle, que tu commences Mmh. à obtenir du succès, il y a plusieurs solutions. Moi, je suis pas un boulimique de succès. Le succès m'intéresse pas. J'ai pas envie de faire 15, 20, 30 zéniths dans l'année. Ça m'intéresse pas. Mais ça m'intéresse vraiment pas. C'est-à-dire que là, par exemple, pour l'année prochaine, on avait quelques zéniths qui pouvaient être programmés. Je les ai déprogrammés pour faire des salles plus petites, mais faire plus de salles plus petites. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le rapport humain. Donc la performance du nombre ne m'excite pas. Ce qui m'excite, moi, c'est la performance de la qualité. C'est être un meilleur humoriste, trouver des nouveaux chemins de blagues. Et pour ce que je voulais dire au début, c'est que tu peux te retrouver très vite si ton objectif c'est de faire de la perf de nombre, bah, tu peux te trouver très vite satisfait Bien sûr. de ce que tu obtiens, quoi. Tu vois, à partir du moment où tu gagnes ta vie, déjà, c'est un miracle. Puis à partir du moment où tu gagnes plus ta vie que tu avais prévu, c'est de nouveau un miracle. Puis à partir du moment où les gens te disent waouh, c'est vraiment chouette ce que tu fais, enfin, tout va bien dans ta vie. Mais tout va bien à ceci près que moi, mon cerveau, il est fait pour se reposer. Mon cerveau, il attend que ça, qu'on me dise c'est vachement bien et que du coup, je m'arrête et puis que du coup, je contemple l'étendue de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais bon, on le sait tous, et puis quand tu es créatif, tu le sais encore mieux, que la créativité, elle doit suivre le chemin d'avancée. Si tu Mmh. n'avances pas en même temps que tu crées, et bah, en fait, ta créativité, elle s'éteint, ton chemin, bah, tu progresses plus et tu restes à l'endroit où tu es au moment où tout le monde te dit que tu es merveilleux, puis très vite, tu es dépassé par le fait que tu plus du tout merveilleux, puisque tu étais merveilleux C'est il y a ça. 2 ans. Et donc, moi, mon astuce à moi, ça a été de m'obliger à être créatif. Donc, j'ai sorti un produit sur YouTube qui s'appelle Dis donc Internet, qui m'oblige toutes les semaines à sortir 5 minutes. Ça a l'air de rien, 5 minutes, mais les amis, c'est un taf. C'est un taf de malade parce qu'il faut l'écrire, il faut l'apprendre, il faut le restituer devant un spectateur, enfin devant des spectateurs. En plus, je les tourne en public avec une caméra où je regarde physiquement dans les yeux la caméra, donc pour parler à l'internaute en même temps que les gens dans la salle.
Le modèle, c'est qu'il y a un écran géant dans la salle et je me tourne pour pas être face au spectateur. Donc, je suis dos au spectateur en parlant dans la caméra et la caméra diffuse sur l'écran géant qui est devant moi. Donc, dans la salle, les gens me voient de face. Mais surtout, moi, j'ai une conscience aiguë d'être filmé puisque je regarde la caméra dans les yeux. Et je crois qu'il y a très peu de choses plus angoissantes que de te dire, t'as one shot. J'ai une caméra, je te regarde, je te juge et ça sort demain sur Internet, t'as intérêt à être bon. Et moi, c'est le truc qui m'effraie le plus possible. Le c'est maintenant et il faut être bon, c'est le truc le plus difficile. Et donc, je m'y confronte en fait. Et en m'y confrontant, je suis toujours obligé d'être créatif, toujours obligé d'être meilleur, toujours obligé d'analyser mes défauts. Et puis, du coup, je suis dans ma zone d'inconfort en permanence, qui est devenue ma zone de confort, figure-toi. Je t'ai vu faire cet exercice 2 reprises au moins. Oui, tu étais là quand ça tournait. Ok. Et donc, moi, j'ai trouvé que c'était très bon, à la fois marketingement. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, tu vois. C'était une bonne idée que de faire... Parce qu'en fait, c'est comme si tu faisais ta promo, ouais, mais que tu nous faisais participer à ta promo. Parce que tous les mecs qui sont derrière, ils ont envie d'être... Et puis, c'est pas de la promo, c'est la créativité. Oui. Donc, c'est pas comme quand tu vas à la télé si et tu dis acheter une place. Là, tu montres tes blagues et tu dis aux gens, faites ce que vous voulez. Ouais, mais nous, dans la salle, on a l'impression que tu fais en même temps ta promo. Ouais. Mais en même temps, on est fiers d'y participer parce qu'on a participé à ton spectacle. Tu vois, il y a quelque chose de... Ouais, et puis c'est pas sale. C'est pas une promo gratuite, c'est une promo de travail. Je sais pas comment dire ça, mais moi, c'est ça qui me semble important dans ce métier-là, c'est que, et dans tous les métiers d'ailleurs, c'est que la promo, souvent, c'est un peu gras, quoi. C'est un peu de la pub. Et il faut faire de la promo, mais comme ton podcast, en fait, c'est un truc créatif. C'est une promo, mais c'est créatif. Donc, tu te fous pas de la gueule du monde. Moi, j'ai envie d'acheter ton bouquin, mais c'est pas parce que tu me dis d'acheter ton bouquin, c'est parce que je t'écoute et je vois ta générosité avec ton invité. Et je me dis, il doit avoir un truc intéressant à raconter. Et donc, c'est pas de la promo, c'est de la créativité. Ça remplace la promo en fait, et c'est bien plus généreux, je trouve. Bien sûr. Ouais, moi j'ai trouvé ça et c'est pour intelligent, ça qu'on y participe. Et j'ai trouvé ça top. Mais si tu veux, j'ai trouvé drôle que tout le monde veuille faire partie de la photo, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme une affaire de famille dans laquelle tu te dis, tu vois, on a envie d'être tous sur le banc derrière, là, tu vois. Et puis, est-ce que je suis dedans, est-ce que je suis pas dedans, tu vois. Donc, j'ai vu des gens, moi, qui étaient juste à côté de moi, tu vois, se déplacer pour être plus dans il y a des gens qui viennent avec des drapeaux et tout. Ouais, donc je trouve ça top, je trouve ça marrant aussi. Ça amène quelque chose en plus. Ça montre l'énergie dans la salle. Et moi, c'est ça que je voulais. Je veux que... Parce que les blagues, c'est super. Moi, ça, c'est mon chemin à moi d'en écrire des meilleurs. Mais d'abord, quand tu as envie d'aller voir un humoriste, il y a tout un processus. Tu as besoin de presque tomber amoureux de la personne. Moi, j'ai besoin de lui faire confiance. Le rire, tu le donnes pas à n'importe qui. C'est quelque chose de très intime. Donc, ce que je voulais montrer avec ces vidéos-là, c'était un prétexte... oui, je suis marrant, mais ça, on est plein à être marrant. Il y a plein d'humoristes qui sont très très forts, mais certainement un paquet qui sont plus drôles que moi. Maintenant, ce que nous on vit dans la salle, ce moment immédiat où tu te sens en sécurité, ça m'arrive régulièrement que des gens qui m'interrompent, qui parlent, qui prennent la parole, personne n'est gêné pour aller aux toilettes parce que tu sais que tu vas pas te faire canarder. C'est un truc très très bon enfant. Tu peux être toi-même dans ma salle. Moi, c'est ça que je voulais montrer. Tu peux être toi-même dans ma salle. Tu peux dégrafer ton cerveau. Tu peux parler trop fort. Tu vas pas te faire humilier. Tu vas pas te retrouver à 4 pattes sur scène en train de chanter parce que le mec a décidé que ce serait marrant de t'humilier devant tout le monde. Il y a pas ce type de choses-là. Et en faisant ces vidéos-là, j'ai trouvé le moyen de le montrer, quoi. Je suis pas très fan, moi, du bashing. Moi non plus, je déteste ça. Il n'y a pas plus angoissant. Mets-toi devant tout le monde et montre-nous à quel point t'es nul. Mais c'est hyper humiliant. Enfin, Oui, bien sûr que c'est humiliant. Et pour autant, tu peux trouver ça marrant, même en étant la personne humiliée, parce que c'est un peu choquant, c'est un peu tout ça. Mais quand tu déconstruis l'idée, tu dis, mais on peut rire vachement de manière positive, en vrai. On n'est pas obligé d'avoir un ennemi. Oui, bien sûr. On n'est pas obligé d'avoir un bouc émissaire. Exactement, même si c'est très pratique, parce que ça déclenche beaucoup de rire, parce que tout le monde est très effrayé d'être à la place de cette personne. Oui, mais après, je pense qu'on peut... Il y a déjà, tu vois, il me semble qu'une fois que je pense que la première fois que j'étais venu, il y avait une nana qui rigolait, mais comme ça arrive souvent, des gens qui rient, qui ont un rire très particulier, ou qui rient en décalage, tu sais. Ouais. Donc, il y a toujours ce truc des gens qui rient quand ils doivent pas rire, tu vois. Ça amène toujours un rire. Alors, soit ça amène un rire dans la salle, soit c'est un truc pour toi de reprendre. Je me rappelle pas ce que tu as fait, mais je me rappelle très bien que ça amène... J'avais dû lui dire merci. Ok, mais c'est top, je trouve, quand il y a tous ça, c'est des cadeaux pour moi. Ah ouais, c'est génial. Un rire particulier, faut pas oublier que c'est aussi quelqu'un qui est totalement libre. Moi, c'est ça que je vois. J'ai déjà vu des spectacles dans lesquels il y a quelqu'un qui rigole de manière un peu différente dans la salle, et puis on a
très envie en tant qu'humoriste de prendre les chemins les plus courts. Et le chemin le plus court quand t'as quelqu'un qui a un rire chelou, c'est un peu de lui dire ah là là, tu ris pas au bon moment, tu machin, t'es décalé. Mais non, en fait, c'est pas quelqu'un qui rit pas au moment ou quelqu'un qui est décalé. C'est quelqu'un qui ne se rend pas compte de si elle rit au bon moment. Ça veut dire, il ou elle, ça veut dire que son cerveau, elle l'a dégrafé. Et moi, ça, c'est mon objectif. Que tu rigoles dans ma salle, c'est chouette, j'ai envie que tu sois heureux. Mais ce que je veux d'abord, c'est que pendant tout le spectacle, tu ne sois que, à ce moment-là, c'est un vrai cadeau. Dans le monde dans lequel on vit, où tu as toujours un portable, toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose qui te dérange. On en parlait avant l'interview, le temps long n'existe plus en radio. T'es coupé par la pub, t'es coupé par le mec qui vient faire les infos. Tout, tu peux pas avoir une conversation dans laquelle tu développes une idée. Et dans le monde dans lequel on vit, il y a de moins en moins de produits dans lesquels on peut faire, de produits créatifs, dans lesquels on peut prendre au piège un humain dans son cerveau. Et le spectacle vivant, c'est un des derniers bastions de l'abandon total, où tu viens, tu t'assois, tu es obligé d'éteindre ton portable, on te le demande au début, et à la fin, les portes vont s'ouvrir. Et entre le moment où tu es assis et le moment où à la fin, les portes s'ouvrent, moi, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que tu oublies tout ce qui se passe en dehors de la salle. Et quand quelqu'un rigole en décalé, c'est quelqu'un qui ne se demande pas à quoi il ressemble, qui n'est pas dans une position sociale, il n'essaye pas, c'est toujours très difficile. Et surtout, dans un groupe comme le vôtre, où tu es venu avec le Racing Club de France, vous vous connaissez tous. S'il y en a un qui rigole à une blague de cul mais qu'il fallait pas, t'as tout le monde qui va se dire oh là là, et puis il va devenir à vie le mec qui a rigolé au mauvais endroit. Et je veux pas, moi, je veux que tout le monde ait perdu le contact avec la réalité. À partir de ce moment-là, tu vas être libre de rire, et donc tu vas être en fait, c'est ça le vrai cadeau. Tu vas être disponible et uniquement à toi pendant ce moment-là. Tu vas être dans le moment présent, quoi. Alors comment tu développes, tu peux nous parler de créer cet inconfort qui devient ta zone de confort, d'être hyper créatif ou de t'obliger. Tu nous as dit que tu crées en fait un temps, hein, c'est 5 minutes. Ouais, mais c'est 700 mots pour être concret. Ouais, d'accord, c'est 700 mots, okay, très précis. Plus ou moins, mais en tout cas, je sais qu'à 700 mots, ça ressemblera à quelque chose. Et donc, tu vois, c'est quoi ton canevas, c'est quoi comment tu te mets en condition pour créer toutes les semaines, quoi qu'il arrive, ces 5 minutes? C'est vraiment un travail qui est complètement différent de quand tu écris un spectacle, où quand j'écris un spectacle, je mets en place des petites pièces, j'écoute énormément de podcasts, je regarde énormément de vidéos, je me renseigne beaucoup sur le monde et sur ce qui me passionne, parce que je sais que c'est ce qui va... ça va mijoter à l'intérieur, et puis à un moment ça va devenir quelque chose. Donc ça, c'est un travail plus de long terme, c'est un truc d'artiste presque. C'est vraiment un truc d'artiste allez, je me laisse traverser par le monde, et ma personnalité va transpirer à travers ce que j'ai envie de raconter. Donc il y a vraiment un truc artistique, là où sur les vidéos de chaque semaine, on est sur quelque chose de très plus technique, c'est-à-dire que ça va m'obliger de toute façon à livrer quelque chose. Ça veut dire que dans le spectacle, j'ai le temps, hein. Je me dis, dans 1 an et demi, je vais sortir un nouveau spectacle. Bon, pendant 1 an et demi, je vais me nourrir. Là, c'est vendredi, un soir, à 19h30, les portes se ferment, je monte sur scène, et je vais du coup jouer ma vidéo à 21h30 après le spectacle. Donc il faut que à 19h30, ce soit prêt et appris par cœur, puisque je vais pas jouer avec mon texte, tu vois. Donc j'ai tout un rétro-planning dans ma tête. Je sais qu'à 17h30, il faut que j'ai fini de l'écrire, parce que je vais le retoucher jusqu'à 18. Et puis entre 18 et 19, je vais l'apprendre, quoi. Et j'ai 1 heure pour faire rentrer ces 700 putains de mots dans ma tête. Et donc il faut que ce soit écrit en amont. Donc en gros, je me lève le matin à 9h et j'écris, quoi. Et j'écris et je cherche, parce qu'il y a que quand on cherche qu'on trouve. Il y a pas c'est comme un chercheur d'or qui est assis dans son canapé, il y a très peu de chances qu'il y ait un moment il se prenne un caillou doré dans la tête en disant putain, c'est génial. Mais c'est notre rêve à tous. J'aurais dû faire ça avant. Mais non, il faut être à 4 pattes dans la boue, et puis c'est ça que je fais, quoi. Je suis à 4 pattes dans la boue toute la journée, je cherche. Alors j'ai vraiment des points d'appui maintenant. Je sais que je vais travailler sur 3 sujets que j'aime bien. Quand il y a un sujet perso, je me dis tiens, qu'est-ce qui m'est arrivé dans la semaine avec mes gosses, avec ma femme, parce que j'ai 3 enfants et puis je suis marié depuis 10 ans maintenant. Et puis j'ai un point de vue particulier, parce que effectivement 3 enfants aujourd'hui dans le milieu dans lequel je suis, moi mes potes sont tous célibataires, et enfin j'ai pas la même vie que les gens qui pratiquent mon mon art. Moi je suis marié, ça fait 23 ans que je suis avec ma femme, ça fait mon grand a 12 ans maintenant, j'ai 3 garçons, enfin tu vois, il y a tous des angles qui font que j'ai des choses à raconter d'un point de vue précis. Et donc c'est ça, je cherche toute la journée, j'écris, je fais mes trucs, j'écris avec un pote qui s'appelle Greg Vacher, qui lui est
je te parlais, je sais plus si c'était hors caméra ou pas, mais du mec le plus drôle des gens qui sont drôles naturellement. Greg est un mec drôle naturellement. On passe notre 1 ou 2 heures à discuter. De là ressortent quelques idées, et puis après moi je les mets en place. Et puis ensuite j'ai une autre pote qui s'appelle Aude Galliou, qui vient à la toute fin quand tout est écrit, pour elle pouvoir me dire là marrant, là pas marrant, parce que tu le sais plus au fur et à mesure. C'est quand tu es dans ton truc, à la toute fin tu as le résultat, tu te dis voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et si tu étais toi-même, si tu avais la capacité de te dédoubler, tu pourrais très facilement voir que là ça va pas être bon, ici ça va être marrant. Mais quand c'est toi-même le processus, tu peux pas être, c'est hyper compliqué d'être au début du processus jusqu'à la toute fin du processus. Donc m'entourer fait partie des trucs que j'ai trouvé malin. Ouais, mais je pense que je pense que ce serait faux de croire que que tout naît d'une personne. Puisque tu l'as dit toi-même, tu t'inspires de la vie. Ouais. Donc déjà, il y a une partie qui vient des autres. Tout vient des autres en vrai. Ouais. C'est ton écoute du monde qui donne ce que tu vas raconter. Après tu vas faire ta patte de tout ça. Okay, mais même ça, c'est déjà des techniques qu'on a pu apprendre à droite à gauche des autres. C'est juste que tu es, je dirais, le meilleur candidat à réussir ce truc-là. Ouais, c'est ça. Je suis la somme de toutes les soupes que j'ai goûtées. C'est ça. Je suis capable de te faire une soupe avec plein de légumes. Parce que cette soupe avec ce légume, toi, t'es hyper bon dans les soupes à la courgette. J'ai goûté ta soupe à la courgette, elle était délicieuse. Et puis j'ai un pote qui a fait de la soupe à la tomate. Je me suis dit, putain, c'est vraiment délicieux. Et je me dis, moi, je vais mixer un peu de courgette, un peu de tomate, je vais rajouter des pommes de terre, je vais faire mon truc. Et en fait, on est vraiment, de toute façon, c'est l'histoire de l'humanité, hein, c'est pas de l'humour, mais on est la somme de tout ce qui nous touche. Et donc, plus tu vas être nourri, plus tu vas être capable de te donner des trucs. Et pour pouvoir se libérer, je pense qu'il y a quelque chose de ça aussi, c'est te dire, je vais essayer de mettre de la banane dans ma soupe à la courgette. Il faut que tu sois... il faut que tu puisses te détacher du résultat final, c'est-à-dire que faut que tu essayes, quoi. Il faut que tu y ailles, il faut que tu fasses des trucs, et à la fin, tu mets à disposition. Alors parfois, c'est douloureux parce que quand tu mets à disposition tes tripes, que tu as donné tout ce que tu as pu, que tu le montres, et puis que les gens en face le reçoivent pas comme tu voudrais le recevoir, c'est un peu compliqué pour l'ego, hein. Mais ça fait partie du processus. Et puis surtout, il faut se détacher vachement. Ça, c'est quelque chose, je pense, que j'ai mis du temps à découvrir, mais ta création, ça n'est pas toi. C'est pas parce que tu fais de la merde que t'es con. Tu peux dire des trucs bêtes, ça veut pas dire que t'es bête. Et donc, il faut accepter d'aller explorer tout, quitte à ne pas être d'accord avec toi-même. Moi, j'ai déjà écrit des choses, et puis à la fin, quand je les relis, je sens qu'il y a un truc dans le fond, je les montre à ma femme qui me dit, mais tu n'es pas ça. C'est quoi vraiment ta pensée? Est-ce que c'est ça? Et tu sais, au fur et à mesure de l'écriture, ta pensée, elle évolue. Et puis donc, tu te rends compte que ta pensée initiale, elle s'est diluée dans ce que tu crées, quoi. Et donc, je pense notamment à mon passage sur le végétarisme, où je suis végétarien, j'avais plein de choses à raconter sur le fait que j'étais végétarien. Et puis quand je monte sur scène avec, au bout de 3 jours, ma femme écrit avec moi aussi, et je lui dis, putain, je bloque là-dessus, quoi, j'y arrive pas. Elle me dit, déjà, t'es pas végétarien, en fait. Je dis, si, je suis végétarien. Mais non, des fois, tu manges de la viande, hein. Oui, mais n'empêche que tu peux pas avoir un postulat de végétarien si de temps en temps, tu manges de la viande. Je lui dis, oui, mais de temps en temps, parce que c'est pas de ma faute. Vas-y. Et c'est devenu quelque chose d'hyper intéressant dans le spectacle, parce que j'aborde le truc en disant, oui, mais il y a des fois, moi, comme j'ai pas envie d'être un végétarien relou, des fois, je mange de la viande, donc je suis pas totalement végétarien. Et il y a tout un truc qui découle de ces prises de position dans lesquelles tu es obligé de faire des concessions, quoi. Et notre métier, c'est ça. Ouais, super. Et je trouve c'est intéressant de se rappeler qu'en fait, on se nourrit des autres. Et donc, de comment, à quel moment tu as choisi, comment tu as choisi ton équipe? Je l'ai presque pas choisi, en fait, c'est des copains, et puis à un moment je me suis dit, il va falloir que je les paye. C'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont là. Tu vois, Marion, ma femme, on est ensemble depuis 23 ans. Si tu fais le calcul, j'en ai 40, on s'est rencontrés au lycée, j'avais 17 ans. Et donc c'est ma meilleure pote, c'est mon histoire de ma vie, quoi, cette femme-là. Et puis on a évolué ensemble, et puis à un moment, alors Marion, c'est la plus tardive à être rentrée dans l'équipe, mais sur le dernier spectacle, Focus, il y a un moment, j'ai fait le calcul, quoi, parce qu'on se dit juste, on travaille ensemble, on fait nos machins, on regarde. Mais là, je lui dis, mais en fait, regarde, à la ligne, t'as 25% du spectacle. Tu es auteur vraiment de 25% du spectacle. Et on savait qu'on travaillait ensemble, mais j'ai pu mathématiquement réaliser qu'elle avait bossé sur mon truc à hauteur de 25%, ce qui est beaucoup. Et puis Aude, qui elle écrit, donc je te dis, j'ai Aude et Greg avec qui j'écris sur les vidéos, et puis Marion aussi qui intervient. Mais j'ai aussi mon metteur en scène, Thibaut,
qui lui, Thibaut Évrard, comédien que certains d'entre vous ont peut-être vu dans Paris Police, s'il y en a qui ont regardé sur Canal, Paris Police 1900 et 1905. C'est lui qui joue Fircy, qui est un personnage génial. Et Thibaut est un putain de comédien qui a fait le Conservatoire national, qui a le sens de la mise en scène, que j'appellerais pas mise en scène. Quand on voit mise en scène, on a l'impression que c'est juste où tu te places sur scène. Dans le stand-up, c'est pas ça. La mise en scène, c'est qu'est-ce que tu choisis de raconter, c'est comment. C'est un ouvreur de portes, Thibaut. C'est comme ça que je l'appelle, moi. Tu sais, t'es dans un couloir, il faut ouvrir des portes pour aller voir ce qui se passe dans chaque pièce. Et il y a des moments, il faut aller tout droit, donc il faut fermer les portes parce qu'il faut aller chercher la pièce importante dans laquelle tu vas pouvoir t'épanouir. Thibaut, c'est un ouvreur de portes. C'est ça le rôle du metteur en scène pour moi. Et donc, c'est des gens, Thibaut, c'est mon témoin de mariage d'il y a 10 ans. C'est un pote, quoi. C'est un mec que j'ai rencontré sur scène. Aude, on s'est rencontrés en 2006 parce qu'elle bossait sur des projets dans lesquels j'ai passé des auditions. Et voilà mon équipe, quoi. C'est que des gens. C'est que des gens. De toute façon, tu peux pas choisir des gens pour leur travail parce qu'il y a des gens qui vont être très bons pour toi et très mauvais pour d'autres. Donc tu regardes le travail des gens, tu te dis bah tiens, lui il est génial, il est le co-auteur d'un mec très connu, il va m'être hyper utile. Bah non, parce qu'en fait il va pas écrire pour toi comme il écrit pour d'autres. Et avec Greg par exemple, on a un cerveau très très semblable dans nos conneries, dans notre écriture. Bah moi c'est un mec comme ça qu'il me faut pour écrire vite parce que Donc c'est de la complicité dont tu parles. Vraiment ouais. Ouais. Oui, plus que du boulot en vrai, c'est des gens avec qui j'ai du plaisir à être et avec qui je peux m'exprimer pleinement et ils peuvent s'exprimer pleinement avec moi aussi. Il faut trouver parce que c'est bien beau d'avoir des collaborateurs, mais il faut qu'ils soient heureux, épanouis et capables de donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que si ton projet leur parle pas ou qu'il leur parle juste parce que c'est de la finance, bah c'est super, mais on est dans l'humour. Hein. L'humour, si tu fais ça parce que tu veux gagner ta vie, il va y avoir. Tu travailles pas pour les bonnes raisons. Il faut être là pour s'amuser, quoi. Tu parlais de générosité tout à l'heure. Moi, c'est un mot qui me touche beaucoup. Ou de la générosité avec ton public. Donc, pour moi, j'entends complicité, générosité, ça vient faire écho. Ça te parle, ce que je viens de dire là, Oui, c'est ça. T'as raison. Complicité, générosité, c'est hyper intéressant parce que la générosité. Alors, dans le stand-up, je parlerais de générosité parce que pour pouvoir créer la complicité dans une salle, c'est moi le liant. Quand tu as 500 personnes qui viennent, comme c'était le cas au Grand Point, ou 450 au Grand Point Virgule, tu as 450 unités, quoi, 450 personnes, et tu peux pas leur demander d'être complice direct parce que eux, ils viennent là, ils sont assis au milieu des gens. Donc, la générosité pour moi c'est l'impulse, quoi. C'est le moment où c'est à toi de donner les règles de base implicitement pour que le spectateur finisse par se rendre compte qu'en fait bah, il est dans un don lui aussi. Et puis c'est de là que va naître le travail d'équipe, quoi, d'être un humoriste plus une salle et donc une somme de personnes et pas juste un conférencier. Je fais le lien avec toi parce que tu fais des conférences. Il y a deux manières d'être conférencier. Tu peux venir en étant un sachant et en distribuant ton savoir avec toute ta grandeur d'âme. Et ça, c'est une fausse générosité. Ça, c'est pour montrer aux gens à quel point tu es génial. C'est ça. Regardez comme je suis génial. Et ça, pour moi, il manque alors, il y a des gens que ça peut nourrir, c'est super. Et puis, il y a des gens qui sont très, très forts et qui sont vraiment des bons sachants. Et j'ai envie de les écouter, mais j'ai envie de les écouter pour leur contenu. Alors que moi, ce qui m'excite, c'est que j'ai envie... Ouais, j'ai envie que ce soit... c'est le lien, quoi. C'est ce qui fait que tu sors de la salle et en fait, tu dis, mais putain, j'ai l'impression que c'est mon pote, ce gars. J'ai l'impression de le connaître 100%. Tu vois, moi, je me suis ouvert complètement. J'ai donné à 100% qui j'étais. Et puis, bah, tu pars avec ça et tu peux m'aimer, me détester, machin. Mais en tout cas, tu vois exactement mon ambition et je me suis pas caché derrière un personnage, quoi. Y a pas et ceux qui écoutent le podcast et qui m'ont déjà vu sur scène, a priori, ils devraient pas être trop loin de... Et puis, en fait, moi, je veux, tu sais quoi ? Je travaille pour que mes enfants, plus tard, puissent regarder mes spectacles et comprendre toute leur vie, tu sais, et revoir leur enfance, et se dire, putain, c'est marrant. Donc, quand j'avais 6 ans, j'ai fait ça, et papa, il l'a dit comme ça. Et là, pour le coup, je peux pas mentir, parce que je veux que mes enfants voient comment je les ai vus, quoi. Tu vois. C'est mignon. Ouais. Top. Ça m'arrive de parler aussi de mes enfants dans mes conférences. Ah ouais, bah, il n'y a rien de plus nourrissant. Et puis, le côté pédagogue, et puis, à partir du moment où t'es papa, tu diffuses pas tes énergies de la même manière, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vois, tu disais le danger qu'on a, c'est de s'endormir ou d'oublier 2 secondes que c'est un métier de création, de créativité permanente, et que le rire aussi, c'est aussi
dans l'air, quoi. Je sais pas comment dire autrement. Je pense que je sais pas s'il y a des vannes qui passeraient tous les siècles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Et même d'un soir à l'autre, hein, moi Ouais. je ne joue jamais de la même manière. Toi qui as vu 2 fois le spectacle, bon bah il y a des points d'accroche, mais quand je monte sur scène comme je suis maintenant. Là, si je montais sur scène tout de suite, bah il serait Différent. Bah ouais, parce que on vient d'avoir cette discussion, donc je jouerais peut-être différemment, peut-être un peu plus sérieux, puisqu'on est en train d'avoir une discussion plus sérieuse. Alors que quand je sors, tu vois, ça m'arrive de faire des plateaux d'humoristes aussi avant mon spectacle. Donc je vais jouer quelque part, et puis après j'enchaîne et j'ai mon spectacle derrière, puis ensuite j'enchaîne et je vais faire autre chose. Mais je veux que... En fait, je ne sacralise pas la scène, moi. Moi, la scène, c'est un moment comme un autre. J'ai pas envie de faire un spectacle... J'ai envie qu'on passe un moment. Et donc, pour que le moment soit juste, bah, il faut que je sois juste. C'est-à-dire que je sois aligné avec qui je suis maintenant. Parce que sinon, c'est un beau discours de dire il faut être aligné avec qui t'es. Oui, mais t'es qui quand, quoi. Tu vois, moi, je ne suis pas comédien, comme il pourrait y avoir des gens qui travaillent la manière de restituer leur texte. Et puis, c'est systématiquement pareil parce que c'est la meilleure manière de le dire. Moi, la meilleure manière de le dire, c'est de le dire comme tu as envie de le dire maintenant, quoi. Oui, puis je sens que quand on fait du stand-up, on est dans l'impro aussi. On est dans ce qui se joue. On est dans le moment présent. Évidemment qu'il y a des vannes qui sont prévues et que tout est très écrit. Celles-ci, alors bizarrement, je te dirais, même celles-ci, il faut les improviser. C'est-à-dire qu'elles sont quelque part dans ta tête, mais tu dois les dire avec ici et maintenant. Si tu fais tes vannes comme prévu, elles sont pas drôles. Hein. C'est si tu fais tes vannes comme ça arrive qu'elles sont marrantes, quoi. Ouais. Pardon, je t'ai coupé. Non, ça me va très bien. Alors, je te recoupe. Vas-y. Non, go. J'ai rien à dire, je voulais juste te recouper. C'est un plaisir. J'adore être coupé, découpé et recoupé. Je reviens sur... tu vois, quand on parlait tout à l'heure d'entrepreneur, on parlait d'entreprendre ou de créer. Pour moi, il y a quelque chose qui est comment on gère dans le temps. Tu vois, est-ce que tu as des objectifs, je fais exprès de te le proposer à long terme, à 5 ans, tu vois. Comment tu as envisagé ton métier et comment tu l'envisages aujourd'hui, tu vois, quand tu as débuté aujourd'hui? Alors moi, je vois vraiment un lien d'entrepreneuriat avec ce que je fais. Bah, déjà parce que en vrai, j'ai ouvert une boîte de prod aussi, et puis mon métier va au-delà de la scène. C'est-à-dire qu'effectivement, on parlait de Dis donc Internet, là, le produit avec la caméra, il est issu aussi de mon cerveau de bon. La télé, c'est pas mon truc. J'ai pas envie de faire de la promo. J'ai pas envie d'aller dire aux gens je suis à l'Olympia tel jour, telle heure. Je pense que le meilleur moyen de dire aux gens je suis à l'Olympia tel jour, telle heure, c'est de montrer ton travail et que à la fin ce soit écrit qui est à l'Olympia, tu vois. Mais j'ai pas envie moi de devoir dire. Enfin, je trouve ça putassier. J'aime pas cette manière de faire, tu vois. Okay. Et donc, c'est un cerveau d'entrepreneur. C'est-à-dire te dire ce chemin-là ne me va pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chemin? Bah tiens, Internet. Alors à l'époque, on n'était pas nombreux à y aller, mais je m'étais dit, bah tiens, cette option, en tout cas, elle va m'aller. Elle sera peut-être moins puissante en termes de millions de personnes que je vais toucher, parce que je vais pas, sur TF1, tu passes à la télé, tu vas toucher 6 millions de personnes en faisant Vendredi tout est permis, par exemple. Mais sur Vendredi tout est permis, il y en a combien qui vont s'accrocher à moi? Il y en a peut-être 10% maximum. Sur les 10%, il y en a 1% qui va acheter sa place. Et donc, au final, tu te retrouves avec, tu vas toucher 60 000 personnes, ce qui est génialissime. Mais 60 000 personnes, je fais 10 fois plus avec mes vidéos. Donc, alors, au début, non. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir comment dire ça? Je veux avoir des spectateurs de qualité dans ma salle. Ça va être très bizarre et on peut avoir l'impression d'un truc un peu pompeux, mais quand je dis de qualité, c'est-à-dire d'une qualité qui me correspond. Je veux pas des gens intelligents, je m'en fous. Je veux juste des gens qui sont dans mon délire et qui comprennent, pas des gens pris au piège par la publicité. Je veux pas des gens qui ont vu ma tête à la télé et qui se disent bon bah on va voir s'il est drôle, et puis qui arrivent là et qui savent pas à quoi s'attendre. Moi, ce que je veux, c'est que quand tu viens t'asseoir dans ma salle, globalement, tu peux me faire confiance. Et donc, tu as déjà fait la moitié du chemin. On s'est choisi mutuellement. Voilà. Et donc, je travaille ça de cette manière. Et ça, c'est un cerveau d'entrepreneur. C'est comme quand tu as un produit, il faut savoir où le placer pour que les gens puissent le voir. Moi, par exemple, on parlait tout à l'heure de ton activité de base qui est de faire que les gens parlent aux chevaux. Les coaching. Hein. Les coaching. Bah, tu vois, ça, par exemple, tu vas pas faire la pub dans un magasin Auchan parce que ça va pas toucher les bonnes personnes. Tu dois forcément passer par quelque chose un peu plus bouche à oreille. Ça va être
Parce que si demain t'es exposé de manière stupide, enfin ou surexposé de manière stupide, en fait tu vas être soumis à plein de gens qui vont dire mais c'est quoi ton truc, tu parles aux chevaux et ils vont te simplifier ton travail et ta communication elle va être diluée par juste il parle aux chevaux, ben voilà. Et donc il y a plein de gens qui vont faire des blagues sur le fait que et ça va complètement diluer et amoindrir le travail que tu fournis. Et ben moi je veux pas ça. Moi je veux être la meilleure bouche pour parler, J'ai pour entendu communiquer. que la performance de la qualité, c'était quelque chose de fort pour toi, je le entends là. Ouais, ouais, j'aime bien que ce soit. Et puis en plus, sur Internet, t'as pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que, enfin, tu l'as globalement, c'est toi qui crée ton bien truc. sûr. Mais je veux dire, moi, si demain je suis plus drôle, je fais plus de vues, hein, point. C'est pas compliqué, on va pas m'inviter encore parce que je suis à la mode et que ça fait longtemps qu'on le voit à la télé. Il y a encore des humoristes aujourd'hui qu'on voit et qui sont exposés dans les médias, surexposés parce que c'est confortable pour un programmateur de programmer un mec qui a fait une carrière il y a 15 ans et qu'on connaît. Donc c'est très rassurant pour quand tu allumes ta télé. Ah bah cool, lui je l'ai déjà vu, je l'aime bien et c'est des bons produits de télé, mais c'est des produits de télé qui ne se transforment plus sur scène parce que les salles elles sont pas forcément pleines derrière. C'est un nouveau moyen de faire, quoi. Et donc j'en reviens au cœur de la question, c'était l'entrepreneuriat et puis l'humour. Et aussi l'évolution. Et aussi l'évolution, Ouais. vers où je vais. Bah moi j'ai une vision très très lointaine. Pour le coup, je vois tout à court, moyen et long terme. À court terme parce qu'il faut que je sois capable ce soir de monter sur scène si j'en ai envie et si je suis capable, voilà. À moyen parce qu'il va falloir quand même que je réussisse à faire en sorte de gagner ma vie pour pouvoir m'assurer un long terme. Et à long terme, parce qu'en vrai, moi, je veux faire du stand-up à 80 piges, quoi. Tu vois, je pense que j'aimerais réussir à toujours progresser, à être toujours meilleur. Et moi, mon objectif, c'est d'être un jour un maître, tu vois, dans ma discipline. Et je sais que peut-être que j'y arriverai jamais, mais en tout cas, je me donne toutes les clés pour me dire, il y a un jour où ce que tu vas raconter, ce sera tellement fort et tellement puissant. Je me fantasme ça un petit peu. Et donc, c'est mon objectif à long Super. terme. Et ça serait quoi un mètre alors? Ah, bah, j'en sais rien. C'est ça la découverte. J'ai entendu qu'un mètre, ça pourrait être Verino, fantasmant sur Verino. Ouais, peut-être. Le maître. Mais je trouve qu'il y a de ça, tu sais, la diffusion d'idées. En plus, l'humour, on a une responsabilité énorme aujourd'hui. On peut diffuser, on peut influencer des gens. Et il y a deux manières d'influencer. Il y a les influenceurs sur Instagram qui font des choses que je qualifierais de très médiocres et qui juste rentrent bêtement dans le cerveau des gens qui ont un cerveau très ouvert. Et puis il faut consommer, il faut consommer, il faut consommer. Et puis il y a nous, les créatifs à long terme, qui vont faire rentrer des valeurs dans les cerveaux des gens. Et je pense que il y a une portée un peu éducative, et plus j'avance dans ce métier, plus j'en ai conscience, et plus j'ai l'impression de pas être assez fort. Et donc plus j'ai l'impression de pas être assez fort, plus je me dis c'est pas grave, tu vas être plus fort plus tard. Donc continue, travaille, améliore-toi. Donc là, j'entends que la valeur numéro 1 serait chez toi une forme de persistance, tu vois, déjà, et de patience aussi. Patience, parce que ouais, et je crois que c'est obligatoire aussi dans ma catégorie, ma manière d'être, parce que je suis pas un mec qui fait des buzz, tu vois. On en voit, puis surtout dans l'humour, hein, il y a des gars qui débarquent et qui explosent tout et qui sont hyper forts et évidents d'un coup. Le premier nom que j'ai, c'est Paul Mirabel, qui est sorti il y a 2 ans d'un coup. Tout le monde l'a vu arriver, ce gars-là. Moi, ça faisait 10 ans ou 15 ans que je faisais ce métier, et je vois un gars qui arrive et qui rafle en une vidéo l'intégralité du paysage humoristique français. Et puis il y a Jimo il y a quelques années avant, et puis il y a Roman Frécinet, et puis il y a Blanche Gardin, et puis il y a Fari. Moi, tout ça, c'est des mecs qui sont arrivés après moi, toutes ces personnes. Mais c'est des gens qui ont une force et une personnalité, quelque chose d'impactant. Ils arrivent avec un marteau et ils tapent en un coup, ils enfoncent le clou. Moi, je fais de la couture. Et donc c'est un peu plus compliqué. Enfin, je fais de la couture, je dis pas qu'eux le font pas, c'est vraiment qu'on soit bien d'accord. Je suis pas en train du tout de critiquer cette manière d'être, parce qu'ils choisissent pas non plus les buzz qu'ils font. Mais justement, moi je ne suis pas un mec à buzz. Je suis pas le gars où d'un coup tu vas le voir, pourquoi je vais être différenciant? En fait, je vais être différenciant parce que je m'inscris dans le long terme. Et donc nécessairement, il faut que je m'inscrive dans le long terme pour être la personne qui à un moment va correspondre à ce que t'aimes. Et donc du coup, mathématiquement, je peux pas être dans l'ultra court terme, puisque ma différence, c'est d'être dans le long terme. Donc, il y a tout ce truc un peu paradoxal qu'il faut que tu intègres quand tu fais ce métier-là, et puis sur lequel il faut, je sais que justement, c'est le terme de ton podcast, c'est la traversée, quoi. Il faut accepter de traverser ce que tu es capable de traverser, il faut accepter ce que tu es, et il faut accepter de voir ta place dans le monde. Des fois,
je vais pas te cacher que quand j'avais 25 ans et que je faisais de l'humour, j'avais un peu l'ambition d'aller plus vite que la vitesse à laquelle j'allais. Et puis aujourd'hui, mais je me remercie 1000 fois d'avoir échoué là où j'ai échoué parce que... D'avoir pris le temps. Ouais, Ok. mais je l'ai pas pris exprès. Oui, j'entends bien. Mais C'est juste que j'étais pas assez bon. Oui, ouais, enfin, je pense qu'il y a aussi, tu sais, on n'est pas fait. Il y a un truc inconscient, hein. Je pense que ton cerveau ou Oui. le monde... En vrai, le moment où t'es juste, où t'es bien et que t'es bon dans tes baskets, c'est quand il y a quand tu suis les lignes de moindre résistance. Et bon, bah, peut-être que buzzer à 25 ans, c'était quelque chose où mon corps n'était pas prêt. Et vraiment, je le pense. J'étais pas prêt à exploser, j'étais pas prêt à être visible, j'étais pas prêt à supporter tout ce truc un peu injuste vraiment, parce que je pense qu'il y a une forme d'injustice dans ce métier-là. Et des fois, il y en a un qui explose, et puis il y a un mec hyper fort. Moi, j'ai des stand-uppers dont je suis hyper fan. Quand s'ils arrivent à faire 10 payants aujourd'hui, c'est un miracle. Et en fait, ce métier à court terme est injuste, parce qu'on ne sait pas pourquoi. D'un coup, le désir va se créer chez les spectateurs, et tu peux pas diriger le désir des gens, quoi. Tu peux pas, c'est pas possible. Mais sur le long terme, il finit toujours par être juste, ce métier. Toujours. Oui, puis je pense que quand on parle de temps long, c'est un petit peu... si je reviens au sport, il y a des gens qui sont des sprinteurs, il y a des gens qui sont des résistants, il y a des gens qui sont des endurants. Ouais. Et donc, on ne fait pas le même métier. Tu vois, T'as raison. Il y a une manière de faire, un rythme qui est différent. Et si on parle de traversée, si tu parles d'une traversée au long cours, bah, tu reviens pas demain. Non. Tu vois, on reparlera quand tu seras revenu. Alors maintenant, avec la capacité de suivre la course de bout en bout, mais avant, le mec qui partait, t'attends de savoir s'il revient. Tu vois, et quand tu reviens, c'est là qu'il va y se passer un truc. Ouais. Donc, il y a des moments dans lesquels, je dirais, peut-être qu'il y a des gens, tu vois, qui produisent beaucoup à un moment donné. Et tu vois, c'est un peu comme des chanteurs. Certains chanteurs produisent peu, mais sont toujours là. Ouais. Ouais, un Cabrel. Et d'autres qui produisent beaucoup, qui sont là aussi, puis d'autres qui produisent beaucoup et puis qui font 2 ans. Ouais. Voire qu'on fait qu'une chanson. Et ouais, c'est ça. Mais ça se trouve, c'était exactement leur but. C'est ça, Il exactement. y a des gens qui avaient besoin de cette exposition à ce moment-là, qui l'ont eu, qui ont reçu l'ego, waouh, putain, c'est génial. Ou au contraire, qui ont été déçus de ça. C'est-à-dire que tu peux aussi Bien sûr, il y a des gens qui, attendre des choses qui n'étaient pas bonnes pour toi. C'est terrible. Ouais, on voit bien que sur scène, il y a des gens qui résistent pas à la scène, ou qui résistent pas à la notoriété. À la notoriété. Donc je pense que ça fait partie de la progression de l'humain. Ben, tu vois, on en parlait tout à l'heure, effectivement, la notoriété. Parce que nous, notre métier, c'est de faire de l'humour. Et bizarrement, à partir du moment où tu deviens un personnage public, et on te demande de faire plus que de l'humour, on te demande aussi d'être qui tu es, on te demande d'être disponible parce qu'on veut faire une photo, on te demande d'être sympa dans la vie parce qu'on t'a déjà vu, puis tu te fous pas de la gueule du monde, parce que quand même, c'est toi qui as décidé de faire un métier où t'es exposé. Visible. Mais moi, à la base, j'en ai rien à cirer. Moi, plus je suis caché, mieux je me porte. Donc, j'adore le contact avec les gens, mais je n'ai pas besoin, quand je suis au camping l'été, que tout le monde vienne faire des selfies. Vraiment, c'est pas nécessaire et c'est pas mon métier. Et donc, aller sur Internet, c'est aussi une bonne manière pour moi de réaliser l'artiste que j'étais au sens plus large que simplement sur scène. C'est que moi, dans ma vie, comme je passe très peu à la télé, très peu à la radio et très peu dans les médias traditionnels, bah en fait, les gens qui viennent m'arrêter dans la rue, c'est que des gens comme nous, quoi. C'est que des gens sympas qui me disent « Ah, j'aime bien ton taf ». Et puis, des gens à qui je me retrouve à discuter. J'ai embauché une fille il y a pas longtemps dans ma boîte. C'est une fille que j'ai rencontrée dans le train et qui me dit « Ah, je fais de la com, mais je suis pas hyper heureuse dans le truc que je fais. J'aimerais bien bosser dans le spectacle. » Je lui dis « Bah, envoie-moi ton CV ». Et maintenant, ça fait 1 an et demi qu'elle est en CDI chez nous. Parce que, en fait, te retrouver avec des gens qui comprennent ton délire, bah, en fait, tu parles d'humain à humain, pas d'humain à star. Tu te positionnes pas en star, quoi. Et moi, j'adore ce rapport-là. Tu parles de l'humain. Bien sûr que... Oui, ne serait-ce que toi, tu as vu, tu m'as contacté très facilement par mail. Salut, viens, on discute. Je t'ai vu en spectacle, c'était cool. Et j'arrive chez toi. Et c'est beaucoup plus agréable que ce rapport d'agents avec des stars. C'est compliqué, je sais. Et en même temps, c'est nécessaire quand tu passes par d'autres chemins. Bien sûr. Moi, je suis content que ce soit pas nécessaire dans le cas de ma carrière, tu vois. Et tu disais tout à l'heure que c'était pas obligatoirement simple ou ça pouvait même être gênant de se faire applaudir. Oui, c'est vrai. Ouais, je l'ai dit au début. Ouais, il y a un truc, ça, c'est ce que me dit ma femme. Tu sais, elle me dit à la fin, elle laisse les gens s'exprimer parce que pour le coup, elle me dit, c'est le moment où nous, on a le temps de te dire merci. Et en fait, moi, à la fin du spectacle, j'ai tout autant envie d'applaudir les gens. Et je le fais d'ailleurs. Je me suis rendu compte à un moment, je voyais des vidéos de moi à la fin des spectacles, c'est les gens qui prennent sur Instagram et tout ça. Et je me dis, putain, mais j'applaudis le public, quoi.
Et je suis sur scène à dire bravo, parce qu'en vrai, pour moi, c'est un travail d'équipe. C'est vraiment un truc. Alors oui, j'ai été un peu le chef d'orchestre, etc. Et je prends bien conscience du fait que je suis à l'origine de la lancée. C'est-à-dire, c'est moi qui lance le premier caillou. Puis après, il y a des trucs, ça devient un feu d'artifice. Enfin, tout est. Mais c'est un vrai boulot d'équipe. Pour moi, il y a autant d'applaudissements qui doivent aller dans un sens que dans l'autre. Même moi, je suis nourri par ce que j'ai proposé, autant que le public qui a été nourri parce que... Enfin, moi, j'ai envie de dire, mais merci aux gens d'avoir zappé leur cerveau. Merci d'avoir été dans mon équipe, là. Merci d'avoir été ensemble. Et ça arrive très souvent. Et que des gens viennent me voir à la fin en me disant bravo, c'était génial. Et je leur réponds ouais, hein. Et je me dis mais quel tocard peut dire ouais, c'était génial. Mais en vrai, pourquoi je suis capable de leur dire c'était génial? Parce que j'ai vécu ce moment autant que le spectateur l'a vécu. C'est-à-dire que moi, je suis pas dans une représentation, moi, je suis dans un moment. C'est comme quand tu passes une soirée, qu'à la fin de la soirée, tu t'es marré avec tes potes et t'as dit putain, c'était trop cool. Bah moi, quand je sors de la salle, c'est ça que je ressens. Et d'ailleurs, il y a des soirs où tu sais, ça rit plus ou moins. Et globalement, moi, j'ai l'impression que le spectacle se passe 100% du temps bien. Et pourquoi il se passe 100% du temps bien? Parce que, en fait, j'en ai rien à cirer du rire des gens. Tu ris comme tu veux. Et j'ai vu des collègues sortir de scène en disant ah, ce soir, ils étaient pas bons. Je me dis, mais comment tu peux quantifier ça? Parce qu'ils ont pas rigolé? Parce qu'ils ont pas ri comme tu voulais? Mais tu tapes à côté, mon ami. L'objectif, c'est pas de toi obtenir du rire de la part des gens. L'objectif, c'est qu'on passe une soirée dans laquelle on est tous ici et maintenant. Et ça, c'est pas quantifiable. Ce qui est quantifiable, c'est les décibels. Oui, on a l'ambition de faire rire, mais tu peux pas responsabiliser les gens. Tu peux pas dire aux gens, il faut que vous riez à tel moment, de telle manière, et suffisamment fort pour que je sois content. Ça, pour moi, tu t'exiges quelque chose d'inconscient. C'est comme quand on dit on peut rire de tout. Est-ce qu'on peut rire de tout? Mais est-ce qu'on peut pleurer de tout? C'est pas toi qui choisis. Tu vois? Oui, on peut pleurer de tout parce que quand t'es triste et tu pleures. Bah, c'est pareil, est-ce qu'on peut rire de tout? Bah oui, parce que mon cerveau, c'est pas moi qui décide de si je peux rire. Moi, tu me fais une bonne blague, ou même une blague mauvaise, des fois je ris, hein, et une blague raciste, je peux rire. Et pourtant, je suis pas d'accord, j'ai pas envie. Mais en attendant, il y a des fois, c'est pas toi qui décides, peut-on rire de tout? Bah super, moi j'en sais rien. Moi, mon cerveau, il rit de tout, quoi. Et c'est pas moi qui décide quand il rit ou quand il rit pas. Bien sûr qu'on peut rire de tout, et après, on va juste dire, peut-être pas avec n'importe qui. Ouais, mais toi, personnellement, tu peux rire de tout. Et donc, c'est ça, ce truc-là. À chaque fois, on a envie de prendre le public dans son ensemble. T'as envie de dire aux gens, est-ce qu'on peut rire de tout? Mais c'est pas les gens, c'est chaque personne qui peut rire de tout. Donc oui, on peut rire de tout, absolument. Maintenant, on peut pas imposer le rire. Et ça, c'est pas la même chose. Et c'est ça que je voulais dire là, c'est que moi, quand je monte sur scène, je donne mon texte. T'es pas obligé de rire de tout chez moi. Mais ce que je veux, moi, c'est réussir à te transformer en personne disponible pour rire des choses. Et à partir de ce moment-là, quand je réussis ça et quand je sens qu'il y a une vraie communication, ben, quand je sors de scène, je suis tout le temps heureux. Je suis tout le temps heureux. Et les moments où je n'aime pas, et c'est arrivé, franchement, je pense que, allez, 0,5% du temps, j'ai dû passer à côté d'un spectacle où j'étais moins dedans, où tu vois, il y a des problèmes personnels des fois qui prennent le dessus et c'est compliqué. La technique est là pour sauver le truc et faire en sorte que le spectateur il passe quand même un bon moment, mais le vrai bon moment, le vrai bon timing, le vrai bon truc, c'est quand le spectateur il sort et il a pas compris. Et, tu vois, j'ai l'impression que ça a duré 4 minutes. Eh ben ouais, mon gars, là je t'ai eu. Et c'est pas du rire là, c'est du sensationnel, de l'émotion. Et pour ça, t'as pas besoin de m'applaudir. J'ai besoin de t'applaudir autant. Et donc je n'ai pas parce que j'ai mis mon ego de côté à ce moment-là. J'ai forcément, je le dis parce que il y a forcément une dose d'ego là-dedans. Mais quand je suis sur scène, moi, il y a pas d'ego. Il y a pas de regardez-moi. Il y a juste bon, je suis devant vous. Visiblement, il va falloir que je parle et il va falloir que je trouve un moyen pour qu'on ait tous notre place. Mais j'ai pas envie d'être admiré, moi. Ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout parce que si je me mets dans la situation dans laquelle je suis admiré, je vais avoir des responsabilités qui me dépassent et une attente de la part des spectateurs. Moi, je vais faire de mon mieux et en faisant de mon mieux, j'espère que je vais te donner quelque chose qui va te nourrir et qui va te libérer, quoi. Et ça, pour le coup, t'as pas besoin d'applaudissements. Tu fais de ton mieux. C'est un mot que tu utilises beaucoup, libérer. Ouais. Donc quand tu dis... Moi, la liberté, c'est... Ouais. Vas-y. Ah pardon, je te recoupe, hein, je suis vraiment mal poli, quoi. Mais ouais, pour moi, la liberté, je pense même, tiens, on va faire une boucle avec ce qu'on disait au début. Tu me disais, comment t'arrives à être humoriste? En fait, je pense que mon désir de liberté, c'est ça. Ce métier, avant d'être humoriste, avant de vouloir être humoriste,
Moi, ma démarche, elle est même je veux que personne me domine dans la vie. Je n'aime pas ça. Je ne supporte pas d'avoir... j'adore admirer les gens. J'adore trouver des gens plus forts que moi. Ça me fait du bien de voir des collègues humoristes qui sont plus drôles ou qui ont des capacités différentes. J'adore admirer chaque humoriste pour chaque truc. J'adore admirer les entrepreneurs pour ce qu'ils font. J'adore admirer les humains de manière générale. Et donc, ça, j'aime vraiment ça, mais du coup, c'est le seul rapport de domination que j'accepte. Tu vois, Est-ce que c'est de la domination ou enfin non, mais c'est vraiment pour faire un lien avec... Je reprends le terme que tu as utilisé tout à l'heure d'admiration. Ouais. Mais elle n'est pas vis-à-vis de toi, elle est vis-à-vis de gens que tu peux admirer ou qui peuvent être des référents ou voire des maîtres pour des leaders, okay. Ouais. Ok, en tout cas des gens qui ont ouvert une voie, à dire waouh génial, tiens j'ai pas pensé à faire ça comme ça, bref. Et ça, moi, j'adore admirer les gens. Mais par contre, j'aime pas qu'on me donne des leçons. J'adore apprendre, j'aime pas qu'on me donne des leçons. Tu vois, il y a un truc comme ça. Et donc, je pense que très jeune, et j'ai compris que je pouvais pas faire quelque chose dans lequel on me donnerait des ordres parce qu'il faut être vraiment solide pour me donner un ordre. Et il faut qu'il soit vraiment tout à fait justifié, tu vois. J'ai vraiment foi en l'humanité, mais parfois, j'ai pas foi en l'humanité. Et donc, je ne voudrais pas, je vais prendre un exemple tout bête, mais hier soir, mon fils rentrait de l'école. Il rentre en trottinette, on habite à Montreuil, il était dans le 12e, et il y a un trottoir un peu fin. Et là, il y a un gars, un vieux, qui décide d'ouvrir sa porte et qui doit habiter dans le coin. Et il en a marre de ce trottoir un peu fin à 17h30 où tous les enfants sortent de l'école et qu'effectivement, il peut pas sortir de sa bagnole tranquillement. J'en sais rien de ce qui lui arrivait. Mais à ce moment-là, il ouvre sa portière hyper violemment, il l'ouvre très fort. Et mon fils se prend la portière dans la gueule, il va se taper contre le mur, il tombe par terre. Et le gars sort en disant « Oui, il y a un moment, il faut faire gaffe. » Et mon fils rentre avec des bleus, il s'est ouvert et tout ça. Enfin, tu vois, vraiment, il s'est fait mal, quoi. Et il me dit, je savais pas quoi dire. Je dis, tu peux pas lutter contre ce genre de personnes. Et voilà l'exemple d'un con. Je dis, voilà exactement à quel point parfois l'humanité peut être... je pense que tout son chemin à lui, il y a des tas de raisons qui font qu'aujourd'hui, il avait décidé de pas se faire chier à l'ouverture de sa porte et donc de pas faire attention autour de lui. Et ça, je lui dis, voilà pourquoi dans la vie, il faut que tu fasses des choses. Il faut que tu crées des trucs. Parce qu'il faut pas que tu sois pris au piège de ce genre de personnes. Tu vois, parce que ce type-là, il a forcément des gens en dessous de lui, dans sa hiérarchie, il a forcément des gens à qui il dit des trucs. Et à partir du moment où il peut renverser un gamin, lui faire mal et le voir au sol et lui dire faut faire gaffe, je me dis que ce gars-là, il devrait pas avoir une position hiérarchique dans la société. En tout cas, moi, je n'accepte pas, depuis mes 15 ans, qu'une personne comme ça puisse avoir un ascendant sur moi. Et donc, c'était ça, mon travail principal en étant humoriste, c'était refuser la domination et donc avoir une liberté totale. Alors aujourd'hui, évidemment, j'ai 40 ans et je vois bien que je me suis asservi à d'autres trucs. Je suis totalement, complètement asservi à mon travail, complètement asservi à ma régularité de boulot. Donc, il y a d'autres dominations, mais je ne suis pas asservi à des maîtres. Et je préfère les admirer plutôt qu'être asservi à ces gens-là. Bien. Alors pour moi, le maître, c'est celui qui enseigne. Oui, alors il y a deux. Il y a le maître qui enseigne et le maître qui te maîtrise. Et celui-là, c'est pas le même. Non. C'est pas le bon chien-chien, quoi. Voilà, pour moi, c'est le maître qui maîtrise, dans le sens qui contrôle. Le contrôle, c'est toujours lié à la peur. Alors que la maîtrise, c'est lié au lâcher-prise, à oser, à la vie, en fait, pour moi. La vie est une grande maîtrise, on va dire. Ou, comme disait Kipling, en fait, la vie, c'est un livre que tu as devant toi et que tu peux lire, quoi, mais il est déjà écrit. Tu vois, donc, donc il y a un enseignement permanent. Et après, est-ce que je suis apte à comprendre? Est-ce que je suis apte à vivre? La vie me resserre les plats. Et des fois, je comprends pas vite. Et est-ce qu'il y a des fois, tu comprends des trucs que tu avais déjà compris avant? Bien sûr, parce qu'on oublie entre-temps. Bien sûr, je sais pas. Tu sais, c'est un peu comme, on parlait de sport, moi je me rappelle avoir pratiqué donc à un bon niveau, et puis à un moment donné, tu pratiques moins. Et il y a des gestes un petit peu plus techniques que j'avais peut-être pas assez bien maîtrisés, et qui reviennent pas aussi facilement, mais que j'ai su faire. Mais qu'aujourd'hui, physiquement, me demande peut-être plus de qualité, plus de choses, et donc mon cerveau hésite à me dire que je sais le faire encore. Ouais, je comprends. Tu vois, je sais pas, ça serait je fais de l'acrobranche c'était pas ça le sport de haut niveau que tu pratiquais. T'étais pas haut niveau en acrobranche. Non, pas du tout. Mais par exemple, je prends un truc sur l'acrobranche, je me rappelle, tu sais, il y a le truc avec
comme de pas japonais, ce que tu connais, tu vois c'est où deux ficelles, c'est deux ficelles, un truc plot. au truc, et tu dois te mettre dessus. En fait, si tu prends ton élan et que tu marches avec ça te paraît très simple de le faire. Mais quand tu je vois, comme un pont suspendu. C'est ça, mais si tu ne prends pas cet élan, en fait, sur chaque plot, tu vas t'arrêter et chaque plot va partir en arrière quand tu dois partir en avant. Enfin, en fait, c'est donc de la technique soit pure. Facile, soit impossible. Et là, d'un seul coup, c'est juste, ça devient l'enfer, tu trembles et tu te dis, mais je savais le faire, ce truc avant. Donc, je dis ça, c'est parce que ça m'est arrivé il y a pas longtemps et je me suis dit, mais ça, je savais faire ce truc. Et là, il a fallu que je me reprenne sur moi et que je reparte de la base, que j'accepte de retourner, de me remettre dans ce que je sais faire, et j'ai pu le traverser en retrouvant au fur et à mesure cet élan que je n'arrivais pas à c'est trouver. Génial comme exemple, ça, c'est génial. Même dans la vie, je trouve c'est sublime parce que c'est exactement les enjeux dans lesquels on se retrouve. C'est-à-dire qu'il le lâcher-prise va te permettre de faire facilement le chemin, alors que l'angoisse et la volonté de contrôle va te bloquer complètement. Donc c'est ton envie de maîtriser qui va au contraire t'empêcher de maîtriser. C'est mais c'est tout le paradoxe en fait. Chemin, quoi. Moi j'adore souvent, il y a beaucoup de choses avec notre cerveau qui sont contre-intuitifs. Donc ça, c'est quand on est dans la peur, on fait beaucoup de choses il faut oser faire le contre-intuitif pour que ça marche. Tu vois, c'est quand tu flippes que tu dois te calmer. Mais tu dis, mais pas du tout. Mais il y a là, non, calme. En fait, il y a le truc panique. Et... Sur scène, on te dit, mais détends-toi. Mais qu'est-ce que je me détende, moi? Je suis devant des gens. Bon, te détends pas. En fait, cherche d'autres trucs. Et tu vois, pour le coup, sur scène, moi, mon truc à moi, c'est quand je monte sur scène, je me dis pas, je suis sur scène. Je me dis pas, les gens me regardent. Je me dis pas de quoi j'ai l'air. Je me dis, alors, qu'est-ce que je veux leur dire? Et à partir du moment où tu es concentré sur qu'est-ce que tu veux raconter, en fait, t'arrêtes de te concentrer sur ce que tu donnes, sur ce que tu représentes. Et donc, c'est exactement l'histoire du pas japonais, quoi. Si tu montes sur scène avec l'objectif d'aller là-bas, si tu montes sur le pont avec l'objectif d'aller là-bas, c'est pas la même chose que l'objectif de te dire, alors attends, faut que je mette mon pied là, puis mon pied là, puis mon pied là. Je me souviens d'un exercice qu'on avait fait, mon tout premier cours de théâtre de ma vie, parce que moi, j'avais jamais fait de théâtre avant de vouloir faire du stand-up. Et donc, arrivé à Paris, je me dis, tiens, je vais quand même m'inscrire au cours Florent et apprendre des choses, quoi. Et premier cours de théâtre, la prof, elle nous fait monter sur scène et elle nous dit marcher. Et en fait, moi, j'ai vite intégré le truc. C'est-à-dire que tu montes sur scène pour marcher devant des gens. Et c'est tout bête, mais il y a la moitié de la classe qui savait plus marcher. Parce que t'es là à te dire, alors attends, c'est quoi? Il faut que je mette mon pied là et que machin, tout le monde me regarde, il faut que j'ai l'air de marcher. Et moi, je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit, t'as ça, mon gars, je me suis dit juste, il faut que j'aille là-bas. Et à partir du moment où tu dois aller là-bas, tu vas marcher pour y arriver. Mais si tu te dis, il faut que je marche, mais tu te trompes d'axe, tu te trompes d'action. Et donc, tu ne fais que faire ce qu'on attend de la marche, quoi. Et comme ça se reproduit dans la vie de tous les jours, il y a des gens, tu leur dis... Enfin, c'est la différence entre l'entrepreneur et puis celui qui se dit entrepreneur. Celui qui se dit entrepreneur, il a le costume de l'entrepreneur, il a la carte de visite, il sert des paluches, mais quand il s'agit de construire quelque chose et de faire un objet, il y est pas, quoi. Et donc, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux faire? En tant qu'entrepreneur, c'est quoi ta responsabilité vis-à-vis de... Parce qu'aujourd'hui, tu as combien? 4, 5, 6, 7 personnes qui bossent avec toi? Combien? Ouais, ça doit être dans ces eaux-là. Ok. Ouais. Donc, est-ce que tu te sens une responsabilité du genre, si ça marche pas... Ah ouais, terrible. Mais plus encore avec mon équipe de tournée, là, pour le coup. Parce que quand on part en tournée, on est 5 sur la route. J'ai un caméraman pour mes vidéos, j'ai mon administrateur, j'aime bien l'idée de posséder des humains. Oui. Ils sont avec toi. Ils sont avec moi. Et on a eu ce débat avec eux parce qu'il y a mon régisseur, Jess, où je le présentais comme le régisseur de mon spectacle. Et il m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Je suis ton régisseur. Je lui ai dit, oui, mais je ne te possède pas. Tu n'es pas mon régisseur, tu es le régisseur du spectacle. Il me dit, mais non, je suis ton régisseur, fais pas chier. Mais donc on est 5 en tout cas. Il y a moi, il y a ma première partie, le régisseur, Jess, l'administrateur qui s'occupe de... Je veux dire que c'est la nounou, quoi, mais c'est lui qui gère les trains, les hôtels, etc. Et puis il y a le caméraman. Et ces 5-là, on est sur la route, c'est des potes, quoi. Enfin, je veux dire, on est ensemble 80 dates par an. Donc on part pendant 6 mois, c'est ma petite famille, quoi, tu vois. C'est mes confrangins. On a monté une confraterie. Mes confrères, quoi. Et donc, on a ce petit groupe-là. Donc, oui, là, je me sens responsable parce que on est ensemble en tournée pendant 6 mois par an. Et ce qui signifie qu'il faut que j'ai envie de les nourrir parce que j'ai pas envie de les perdre. Parce que si l'année prochaine j'ai plus de spectacle, eux ils vont aller travailler forcément avec d'autres personnes. Et puis j'ai pas, je veux qu'ils soient libres. Hein, ça, concrètement, voilà. Mais
j'aime aussi l'idée de repartir avec eux si je pars, parce que c'est mes potes, quoi. Enfin, tu vois, il y a un truc. Et donc, eux, j'ai la conscience aiguë de quand je vais écrire un nouveau spectacle, il va falloir que je trouve un timing très serré, parce qu'il va falloir que pendant les 6 mois où normalement je suis en création sur Paris, etc., eux, ils vont pas avoir de quoi bouffer. Et donc, j'ai pas envie de les mettre dans une situation confortable. Donc, je sais qu'il faut que j'écrive vite le prochain spectacle. Il va falloir qu'il n'y ait pas beaucoup de creux parce que j'ai envie de toujours bénéficier de leur talent. Et donc, il faut que je mette le mien à rude épreuve pour pouvoir les mettre dans une situation où pour eux, ce sera pas inconfortable. Donc là, j'ai une sensation là-dessus. Voilà, donc t'as un devoir à ce moment-là. Ok. Ouais. Donc ouais, ça pourrait être encore une servitude. Ouais, mais c'est vrai. Okay. Bah, tu vois, en vrai, la liberté, c'est un enfer. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un enfer, qu'est-ce que tu veux, quoi. Puis si j'étais totalement libre, on va pas se mentir, je serais juste comme ça toute la journée assis sur un fauteuil à attendre. je sais pas, tu vois, la liberté totale, pour moi, est-ce que je serais aussi fort? C'est-à-dire que si j'étais libre, est-ce que je raconterais la même chose sur scène? J'ai aussi envie de toucher les gens en plein cœur, etc. Donc ça, c'est une forme de servitude aussi. J'ai envie d'offrir quelque chose aux gens. Donc il faut que j'offre quelque chose qui leur fait plaisir. Donc je suis encore asservi à l'idée de ce que je pense, de ce qui se font plaisir, puis l'écoute. En fait, j'aime bien cette idée d'offrir. Donc voilà, d'être. Moi, je dis souvent sur scène hein, que le but, c'est de s'offrir, d'être un cadeau pour les gens. Ouais. Et même si des fois, je ne sais pas. C'est un cadeau nul, hein. Voilà, je ne sais pas si je serai à la hauteur de. Mais il faut accepter. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu comme quand tu offres un cadeau à quelqu'un. Il y a des fois, tu es persuadé que ça va lui faire plaisir. Et puis il l'a peut-être déjà. Ouais. Ou alors il l'a pas et vraiment c'est pour des bonnes raisons qu'il l'a pas. Exactement. Et tu peux être un cadeau nul. Moi j'ai mis du temps à accepter aussi de monter sur scène en me disant ça peut être raté mon gars hein. Et tu peux passer à côté. Mais en même temps est-ce que c'est pas la vie quoi? Je veux dire aujourd'hui on attend tous de tu vois moi je vais venir voir tes conférences et j'attends d'apprendre quelque chose parce que sinon mais mon gars c'est quoi? Tu peux pas passer 1 heure à écouter quelqu'un et à ne rien apprendre parce que tu maîtrisais déjà tout. Eh ben c'est pas grave tu vas réentendre des trucs et en vrai t'apprends et c'est mon prof au cours Florent qui m'avait en 2e année. J'ai fait 6 mois en première année, 6 mois en 2e. Mon prof, il m'avait dit un truc génial, mais qui m'a retourné la tête. On est arrivé au cours Florent. Le cours Florent, c'est un cours de théâtre qui était très populaire à l'époque. Je ne sais pas s'il l'est encore aujourd'hui, mais en tout cas, il y avait une 40aine d'élèves dans la classe, là où dans d'autres cours, ils peuvent être 22, 25. Et donc, je me disais, mais est-ce que c'est une bonne idée d'être là dans un cours où il y a 40 élèves? Évidemment, on n'a pas le temps de s'exprimer autant que dans un cours où il y en a 25. Parce qu'à 25, il y a plus de roulement et tout ça. Et lui, il nous avait dit, on est très nombreux, et il va falloir trouver un moyen de tous apprendre tout le temps. Si vous vous contentez d'apprendre que quand vous êtes sur le plateau, vous avez perdu. Si, pendant que vos collègues sont sur le plateau, vous travaillez votre écoute et vous vous entraînez à écouter, c'est là que le temps où vous n'êtes pas sur le plateau va vous servir. Et je me suis dit, putain, c'est vrai, c'est génial. C'est-à-dire que si tu es concentré dans ce que font les gens en permanence, eh ben, il est là ton vrai apprentissage. Et donc oui, venir t'entraîner à écouter un comique qui te fait pas marrer, ça peut quand même être utile. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est une des grandes difficultés de notre monde, c'est qu'il n'y a pas d'écoute. Ouais. Parce qu'on est dans un temps court, comme on disait, et que le temps long n'est plus, presque plus autorisé. C'est un paradoxe. Et alors pas rentable. Ouais, alors je crois pas d'ailleurs qu'il soit pas rentable, c'est juste que, tu vois... Il est rentable ailleurs. C'est ça. Et en fait, comme tout se calcule avec de l'argent et enfin, tu vois, c'est con, mais nous, là, on sait que ce moment, il est rentable pour tous les deux. Peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter ce podcast et pour qui ce sera hyper rentable, mais il est rentable pas financièrement, quoi. C'est-à-dire, moi, je peux pas calculer, enfin, en dehors évidemment, des 5 000 € que tu m'as promis. Non? Ah merde, j'ai mal capté. Mais oui, non, il n'y a pas de rentabilité. Et en fait, je trouve ça presque dommage qu'on n'ait qu'une seule échelle de rentabilité, c'est-à-dire celle de la finance, quoi. Ouais. Il n'y a que ça. Et donc aujourd'hui, on perd. Et je pense que le monde va évoluer dans un autre sens parce que aujourd'hui on compresse les finances dans tous les sens et puis on en arrive à compresser même les humains pour leur dire il va falloir que et là, je finis pas cette phrase parce que ça va être plus clair derrière. J'ai mis du temps à faire comprendre avec la personne avec qui je travaille
que j'ai embauchée, j'ai mis du temps à lui faire comprendre que c'est pas grave quand elle fout rien. Parce que elle a embauché, après avoir été embauchée, elle a enfilé son costume de fille qui travaille en CDI, qui doit travailler 35 heures par semaine. Et donc, pendant 35 heures, il faut qu'elle fasse des choses et qu'elle soit rentable pour l'entreprise et tout. Et je lui dis, mais arrête tout de suite, hein. Fais rien. Hein. Si t'as rien à faire, ne fais rien. Si t'as rien à faire, regarde une série. Ça va te nourrir et ça va m'apporter des choses. Moi, j'ai besoin de quelqu'un de vivant et qui soit en prise avec le monde et qui a envie d'agir. Pas quelqu'un qui agit parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et en vrai, je pense qu'elle sera beaucoup plus rentable pour moi en bossant 2 heures par semaine sur un sujet qu'elle a mis 33 heures à maîtriser avec son cerveau, sans s'en rendre compte. Mais pendant 2 heures, elle va être béton et elle va me sortir un truc génial. Alors que 35 heures diluées dans lesquelles elle sait pas exactement par quel bout prendre le truc, bah, ça va pas être rentable, en fait. Donc, la rentabilité, oui et non, tu vois. Oui, bien sûr. En fait, il y a un temps... moi je dis, il y a un temps de jachère. Ouais. Tu vois, c'est ça, pour une maturation. Et je pense qu'avant, on comprenait que, tu sais, souvent d'ailleurs, quand tu as des enfants, tu vois, pendant l'année, ils grandissent pas. Ouais. Ils grandissent l'été. Ouais, et pou. Tu vois, alors, c'est parce qu'ils étaient tellement concentrés sur l'école, machin, c'était déjà énorme. D'accord? Ou d'autres, je sais pas, j'en sais rien, ils développent de la maturité, d'un seul coup, ils posent des questions, ils en posaient pas une avant, enfin Ouais. bref. Tu vois, donc le processus n'est pas linéaire, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a une histoire hyper intéressante sur laquelle je suis tombé il y a pas longtemps, tu dois la connaître puisque tu en connais beaucoup. Mais donc, c'est l'histoire de ce pêcheur en Amérique du Sud qui tous les matins va pêcher pendant 5 heures et puis à 14 heures il rentre dans sa maison, il fait une sieste et puis là il y a un gros gars qui débarque qui lui dit mais putain mais embauche quelqu'un qui va faire ça à ta place, comme ça il va pêcher pendant que tu fais ton truc et puis ensuite toi tu vas pouvoir embaucher quelqu'un d'autre puis acheter d'autres bateaux puis monter ton entreprise. Je la fais plus courte mais il va monter son entreprise, il va partir à l'international et tout ça, et c'est ce qu'il lui explique. Il dit il faut que tu fasses ça, comme ça tu vas embaucher des gens, mais une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que tu fais? Bah, à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir prendre des dividendes sur ton truc, et puis du coup, tu vas juste avoir des gens qui travaillent pour toi, et toi tu vas rapporter de l'argent. Mais pourquoi faire? Bah, parce qu'une fois que tu auras de l'argent, tu vas pouvoir t'acheter une putain de baraque et tout ça. Mais pourquoi faire? Bah, parce que comme ça, une fois que tu auras cette baraque, tu vas pouvoir piloter l'ensemble de tes activités depuis cette baraque. Et pourquoi faire? Bah, pour pouvoir t'acheter une petite maison en Afrique du Sud, et puis le matin, tu vas pêcher pépère, et l'après-midi, tu fais ta sieste. Je dis, mais c'est exactement ce que je fais maintenant. Et donc, parfois, on complexifie complètement le truc pour te dire juste, j'ai pas besoin que tu sois 100% du temps arraché à essayer de trouver les solutions. J'ai besoin que tu trouves les solutions. Et si ça te prend 10 fois moins de temps, ça te prend 10 fois moins de temps. On n'a pas besoin de complexifier le chemin. Alors, je crois que ça va être le mot de la fin. Et j'étais en train je suis bavard, je t'avais dit. On est à combien de temps de... On a 1 heure là. Oh là, mince, pardon, j'ai foutu en l'air le concept de ta chaîne. Non, pas du tout. Donc, parce que tu crois que je vais arrêter de parler là, mon gars? Ok. En tout cas, moi, je vais te remercier. Tu débranches et tu t'en vas. Je continue. Merci de ta générosité. Et j'étais content qu'on puisse parler comme ça librement, puisque c'était le sujet, d'oser parler librement. Et j'espère que vous allez tous venir voir le spectacle de Verino, parce que moi, pas tous, en tout cas, que les gens qui ont vraiment envie. En tout cas, tous ceux qui ont été touchés par... Ceux qui ont vraiment envie de venir, venez. Ceux qui n'ont pas vraiment envie, ne venez pas, ça sert à rien. Et ceux qui sont dans cette démarche, en fait, d'écouter. Voilà. Bah, ils peuvent être pris au piège par ce que je raconte. Parce que, évidemment, en écoutant, là, si vous me découvrez, il n'y a pas une évidence totale. Et puis surtout, il n'y a aucun lien entre tout ce qu'on vient de raconter et ce que je fais sur scène. C'est pas un spectacle de développement personnel. On raconte les chemins par lesquels je suis passé, mais évidemment, le spectacle parle de trucs, mais pas de ça, quoi. Mais oui, donc venez avec plaisir si vous en avez envie. Et puis merci à toi aussi. C'est hyper... Je suis toujours en fin de podcast, je vais te dire, c'est pas la première fois évidemment que je parle dans un micro. J'ai toujours ce double truc de me dire c'est génial parce que je suis hyper heureux d'avoir pu même explorer mes pensées. Hein, tu sais, quand la création chemine, je le disais tout à l'heure, bah, c'est pareil là, c'est en s'exprimant que tu comprends aussi parfois ce que tu fais. Et donc j'ai cette joie-là, ce bonheur d'avoir pu discuter. Et puis en même temps, cette gêne d'avoir tenu le crachoir pendant 1 heure. Il n'y a pas à dire. Hein. Je le sais, je suis bavard, j'ai parlé pendant tout le long. Alors je sais que c'est l'objectif du podcast, etc. Mais j'ai toujours ce truc-là de me dire putain, j'aurais bien aimé t'écouter aussi plus. Eh ben, tu écouteras le retour alors. Ah bah c'est ça, voilà. C'est ça, Verino le retour. À très bientôt. Gros Salut. Bisous, gros poutou, ciao. Gros poutou.
Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.